L'oasis de Timimoun, îlot de paix, certes, à la beauté saisissante, le fameux erg, clairsemé d'un sable d'or rougeoyant, dont les effluves paraissent à la fois raconter une nature, une histoire, une contrée, un peuple, tout en gardant encore quelques secrets. Des secrets qui demandent à être finalement qu'explorés. La fameuse région du Gourara ne se dévoile qu'aux explorateurs authentiques, dit la légende. Et justement, il est question ce soir d'une exploration très spéciale, plutôt physique, aussi ponctuée d'une sorte de promenade. Finalement, on veut vous parler d'une expérience, celle qu'ont partagée les 148 participants au Trek Algeria Trail, nationaux et étrangers se sont donné rendez-vous. C'est la deuxième édition d'une manifestation sportive internationale qui a abrité donc la wilaya de Timimoun à l'initiative de la fédération du Trek d'ailleurs. Une randonnée sportive, mais comme on va le voir, il s'agit de bien plus. Pour en parler justement, j'ai le plaisir de partager le plateau avec tout d'abord El Hadj Diop, journaliste et réalisateur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Très bien, tout le plaisir est pour moi. Et avec nous également, juste à côté, Baran Diaye, directeur général de la Maison de la Presse au Sénégal. Bienvenue. Mais merci beaucoup et très ravi de participer à cette émission. Le plaisir est partagé. Et enfin, pour compléter le plateau, Ibrahim Manzo Diallo, écrivain, journaliste, qui nous vient du Niger. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec vous. C'est un plaisir également. Mais avant de lancer les échanges, je vous propose tout d'abord ce reportage pour nous imprégner de cette ambiance, de cet environnement, d'une expérience assez particulière. Un sujet signé Salah Faisal. Timimoun, Ansara, des oasis paradisiaques, une aventure inoubliable, des sensations uniques et merveilleuses, du thé à volonté, de la musique, du sport et des challenges. Les participants de la deuxième édition du Trek Algeria Trail 2023 ont savouré des moments hors du commun. L'aventure du Trek en Algérie n'a pas été seulement un événement sportif, mais un voyage dans le temps, afin de recharger les batteries, positiver l'âme, reprendre le sourire, la joie et le goût d'une vie meilleure. L'organisation a réussi son pari. Elle a su marier tourisme et sport. Les participants de la deuxième édition du Trek Algeria Trail 2023 ont quitté l'Algérie avec un goût d'inachevé. Mais ils comptent revenir l'an prochain afin de profiter du paysage et améliorer leur performance athlétique et pousser leurs limites et augmenter leur endurance. Comme prévu par les organisateurs, l'événement a été une réussite. Le trek s'impose désormais comme une tradition à perpétuer dans la région. L'accueil et l'hospitalité des habitants de Timimoun, la beauté des dunes ont fait que les invités ont été éblouis. Pour les épreuves de la deuxième édition, les noms des lauréats sont connus. Dans l'Ultra Algeria Trail, 182 km, le Danois Johansen Frank Ted a remporté la course. Dans l'épreuve Algeria Trail 106 km, le Belge Sébastien Penoy et le Français d'Olivier Corentin se sont partagés la première place. Dans l'épreuve de l'Algeria Marathon de 50 km, l'Algérien Medjen Houssine a remporté la première place. Le 2 décembre, le rideau est tombé sur la seconde édition Trek Algeria Trail 2023. Les courses sont enchaînées en plein Sahara, environnement connu pour sa rudesse. Le Trek Algeria Trail n'est pas qu'un simple voyage, une aventure humaine, magistralement fusionnée au sport. Un voyage dans le temps. La prochaine station est prévue en 2024, toujours dans la sublime ville de Timimoun et ses fameuses oasis. Comme vous le voyez avec nous, la région de Timimoun est particulière avec des paysages féeriques, mais il s'agit de bien plus, surtout avec cette deuxième édition du Trek Algeria. Justement, au-delà de la randonnée sportive peut-être, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience finalement ? Déjà, lorsque l'on débarque à Timimoun, on est ébloui par le paysage, comme il a été rappelé dans votre reportage, mais c'est aussi des rencontres. Donc il y a le dépassement de soi, ça c'est au niveau des sportifs, mais pour nous autres hommes de médias et hommes de culture, lorsque nous arrivons dans une région comme celle-là,
Le premier contact, c'est la nature et nous avons eu l'occasion de visiter un peu la ville, de rencontrer les personnes à Timimoun, de visiter des maisons du patrimoine, les mosquées et franchement, et les rencontres avec les autres personnes qui viennent d'horizons différents, c'est surtout ça aussi Timimoun et le Treg. Barandiaï. Oui, je crois que ça a été une formidable expérience, je l'avoue. Et comme l'a dit Elhadj tout à l'heure, on est quand même frappé par la beauté du paysage. Un paysage comme ça, je ne le voyais qu'à la télé. Et là, j'ai été véritablement amené à aller moi-même sur le terrain, à prendre du thé sur les dunes. Mais au-delà de ça, je crois que nous avons quand même profité du séjour pour visiter un certain nombre de sites qui prouvent effectivement tout le potentiel, toute la richesse culturelle, touristique de cette région du Gourara. Nous avons été la dernière fois au Cap-Terre, où véritablement nous avons quand même pu découvrir un certain nombre de savoir-faire, mais également toute une histoire. J'ai eu l'occasion aussi de visiter une mosquée qui avait 9 siècles d'existence, avec son histoire, son côté inspiration. Je crois que c'est extrêmement important. Et les voyages, enfin les échanges que nous avons également eus avec les gens de la région, je voudrais particulièrement insister sur l'hospitalité des gens. Nous avons rencontré quand même des personnes formidables, de vrais Africains qui croient en leur continent et qui pensent pouvoir participer à son développement. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour une petite expérience, une découverte, j'ai envie de revenir là dans quelques jours. Ibrahim Manzou Diallo, toi vous connaissez un peu Alger, pardon je te tutoie, tu connais un peu l'Algérie, tu es revenu pour la 3e fois. Qu'est-ce qui est différent à Timimoun finalement? Quelle est la différence? Franchement, moi je vous dirais sans embâche une chose, j'ai fait une immersion à Timimoun. C'est vrai, il y a le même désert que chez moi, au nord d'Agadez, le Ténéré, mais j'ai trouvé, surtout à Timimoun, une population qui ne parle pas la même langue que moi, mais qui communiquait avec moi. La fraternité. J'ai senti l'amour, l'hospitalité avec les gens de Timimoun. J'ai beaucoup aimé aussi la vieille ville de Timimoun. J'ai su que Timimoun est quand même le berceau de la civilisation africaine. Et il est clair que Timimoun a ravi la vedette à tout ce que j'ai visité avant, parce que c'est une très très belle oasis. Très très belle oasis. On a pour notre part dépêché des journalistes sur place qui ont évoqué une belle organisation. Ce sont 60 coureurs ou randonneurs de différentes nationalités qui se sont donné rendez-vous. Ce type d'événement aussi incite peut-être à reformuler ou réorganiser d'autres événements du même genre, peut-être la prochaine année, donc l'année prochaine. Qu'est-ce qui pourrait peut-être optimiser une meilleure rencontre, ou en tout cas demander à plus d'Africains de se donner rendez-vous à Timimoun? Comme vous l'avez dit, le premier réflexe, quand on voit une organisation comme celle-là, comme l'a été rappelé par mon aîné du Niger, on a envie d'abord de voir la même chose chez soi. Ça, c'est le premier réflexe. Mais après, en attendant que cela puisse se mettre en place, nous pouvons dire que le fait qu'il y ait eu des athlètes subsahariens qui aient participé et qui, bon, même si on ne l'a pas vu dans le reportage, ont aussi eu des médailles. Donc, je souhaiterais aussi, si vous le permettez, saluer leur performance. Donc, la performance de la seule subsaharienne qui est malienne, Aminata Ba, qui a obtenu la médaille d'argent. Nous avons aussi nos frères du Sénégal, du Burkina qui sont montés sur le podium. Et donc, il est important que lors des prochaines séances, qu'on ait de plus en plus d'athlètes qui viennent du sud de l'Algérie, donc du continent africain, pour donner un peu plus de visibilité et participer à cette fête
on va dire, de l'athlétisme qui met en lumière, comme il a été rappelé précédemment, cette belle région du sud de l'Algérie. Cette fête de l'athlétisme, justement, c'est une fête aussi qui rapproche, on oublie les différences, même le côté sportif est mis de côté, mais finalement, on rend hommage à la fraternité à la fois subsaharienne, mais aussi africaine, algérienne, mais aussi de différentes nationalités, qui connaissent aussi peut-être la profondeur, la richesse aussi et la largesse de l'Afrique. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. C'est quelque chose de saisissant. Moi, je pense qu'au-delà des performances des athlètes qui ont participé, je crois que ce côté découverte, ce côté partage d'expérience, échange, a été extrêmement important. Nous venons tous de l'Afrique, mais nous avons eu quand même la chance de croiser d'autres nationalités qui viennent d'autres continents. Je crois que c'est extrêmement important que les gens puissent échanger, puissent partager un certain nombre de choses. Et il est tout aussi important qu'un pays aussi beau que l'Algérie puisse véritablement mettre à profit ce genre de rencontres pour montrer, parce qu'il y a énormément de choses positives, de choses non seulement à montrer, mais à apprendre aux autres peuples d'Afrique. Et je crois que, vu de ce point de vue, il est extrêmement important. Et moi, je considère, comme l'a dit El Hadj, que c'est un événement qui doit quand même s'ouvrir, avec une plus grande participation des Africains, des subsahariens notamment, parce que quand même on a véritablement aimé cette édition et nous qui sommes assis sur ce plateau avons tous envie de revenir à la prochaine. Justement, pour ceux qui voudraient ou souhaiteraient revenir l'année prochaine, quels conseils donneriez-vous? Moi, je leur dirais sans embâche que venir découvrir l'Algérie, venir découvrir le sud de l'Algérie, c'est un incroyable vœu que je formule vraiment. Et j'ai dit, tout celui qui veut venir rêver, voir la féerie du paysage, je vous assure, il n'a qu'à venir à Timoumine. Et je dirais chapeau à l'organisation de cette année. Je n'ai pas eu la chance de participer à la première édition, mais cette édition, quand même, la deuxième édition, je vous dirais vraiment chapeau à l'organisation. C'est pas facile de réunir une dizaine de nationalités, plusieurs dizaines de personnes, de sensibilités différentes, au même endroit, et réussir ce pari. Franchement, j'ai dit bravo aux organisateurs de cette règle. Justement, comme vient de le dire Ibrahim Diallo, l'organisation était l'autre point gagnant de cette deuxième édition du TREG Algeria Trade 2025. Pour s'en assurer, on écoute justement ces témoignages de quelques participants et on revient tout de suite après. Aujourd'hui, on est à Timimoun, on revient pour la deuxième fois pour cette deuxième édition. La première fois, c'était déroulé de manière très parfaite, avec un accueil vraiment magnifique. Et cette année, je crois qu'on a un cran supplémentaire. À Alger, on a été reçus de manière tout à fait formidable. On a pu visiter la ville, les coureurs ont visité. Et puis on arrive aujourd'hui à Timimoun sous un plein soleil, une température idéale pour courir. Donc pour l'instant, tout va bien et on va passer une semaine parfaite à courir dans le désert. Je viens d'arriver à Timimoun. Et ce qui est absolument marquant, c'est cette magnifique lumière. Parce que je viens de Paris, et Paris au mois de novembre, on est très loin de ce ciel bleu. Voilà, et puis on voit des espaces qui ont l'air d'être immenses. Et donc si j'ai eu envie de venir courir ici, c'est aussi pour ces espaces sans frontières, sans limites apparentes. Voilà, donc ça va être ma première expérience de course dans le désert. J'ai fait avant pas mal de marathons dans d'autres grandes villes, mais jamais dans un endroit comme ça, aussi proche de la nature et jamais sur une distance aussi longue. On le voit à travers ces témoignages, c'est tout d'abord une expérience humaine qui semble primer. Justement, un mot de l'hospitalité à Timimoun. Parlez-nous de cette hospitalité qu'on nous dit si caractéristique de la région, si exceptionnelle. Est-ce que vous avez peut-être des choses à nous dire sur les habitants de Timimoun? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier au fond? Bon, Timimoun ressemble particulièrement au nord de mon pays, Tombouctou, Kidal, Taoudéni. Et j'ai retrouvé cette chaleur, on va dire, qui existe chez moi.
et que ce soit au niveau des personnes que l'on croise au marché et à un autre niveau, c'est-à-dire des personnes qui sont à des niveaux de responsabilité, des secrétaires généraux de départements ministériels, des responsables de sécurité, tout le monde était aux petits soins. Donc, lorsqu'on commettait l'erreur de faire le lapsus pour dire nous venons d'Afrique, ils disent non, non, vous êtes toujours en Afrique, vous êtes chez vous et on a une formule chez nous au Mali et je pense que c'est pareil dans les pays de mes camarades aussi. On dit qu'on a quitté chez nous pour arriver chez nous. Voilà. Bara Ndiaye, c'est vrai, hein, finalement, on se rend compte à travers cette expérience que les frontières sont parfois peut-être mentales, artificielles, mais quand on va dans ces régions, comme on va à Kidal, au Niger ou au Sénégal, on se rend compte que finalement, on est africain et que l'Afrique est une et plurielle. Je n'ai pas senti le fait d'avoir quitté mon pays pour aller dans un autre. J'ai eu le sentiment d'être toujours chez moi. Et c'est pour conforter un peu ce que dit El Hadj. On a été quand même frappé par l'hospitalité, par l'ouverture et par la disponibilité des gens. Et je crois que c'est l'occasion qui nous est donnée de remercier encore une fois les autorités algériennes, particulièrement celles de la région du Gourara, notamment le Wali de Timimoun, qui a tenu quand même à venir partager avec nous un repas. Mais également tous les chefs de service, disons les institutions locales qui ont véritablement participé au succès de cette édition du TREG. Je crois que c'est extrêmement important. C'est cette dimension panafricaine, c'est le mot, qui est extrêmement importante et qui s'est révélée encore une fois à l'occasion de cette formidable rencontre. Et je crois que c'est une des richesses de notre continent. L'Algérie quand même qui est connue comme étant un pays très ouvert, mais également très ancré dans les valeurs africaines. Donc cette manifestation, je crois, est une formidable occasion de montrer encore une fois, disons, ce beau pays, mais aussi de montrer tout ce que cette diversité, cette dimension panafricaniste nous permet aujourd'hui d'avoir en termes de dynamique, mais également en termes de projection. Parce que moi, je me projette sur beaucoup de choses qui participent véritablement à rapprocher davantage les peuples, mais à montrer surtout ce que nos pays, et particulièrement ce que l'Algérie a à partager et à offrir à l'Afrique. Parce que l'Algérie a une histoire. L'Algérie a, je crois, aujourd'hui une expertise, une expérience, mais beaucoup de choses à partager avec ses voisins africains. Et je crois que c'est extrêmement important. On va en parler naturellement de cette solidarité, vous l'avez dit, panafricaine. Mais avant, on reste encore quelques secondes sur l'hospitalité de cette région de Timimoun. Avec ce témoignage, on revient dans quelques secondes. L'accueil de la population algérienne, nous savons que les Algériens sont très accueillants. Ils l'ont encore démontré. Hier, on a rencontré comme ça un petit peu à l'aventure au milieu de la Casbah Ali qui nous a fait découvrir un petit rooftop où on a bu un thé avec vue sur tout Alger. Très très bon accueil, le vol impeccable. C'est vrai que c'est pas forcément un pays où j'avais l'idée de venir. C'est le TREG qui m'y amène, mais ce qui est certain, c'est que je vais y revenir. L'Algérie est une et multiple, on l'a dit, climat, région, habitants, c'est encore plus vrai au Sahara. On dit que le Sahara, c'est le désert, cela renvoie à la sécheresse. Rien n'est plus faux, rien n'est plus caricatural. Il y a un défi à défendre, justement, le patrimoine sahélien. C'est vrai à Timimoun, comme à Agadez, Tombouctou, Ségou, Moupti, Zender. Un mot d'ailleurs sur ce patrimoine sahélien. Qui veut se lancer ? Sur la défense, l'importance de défendre ce patrimoine sahélien, peut-être moi, je dirais toujours que, comme vous l'avez dit, le Sahara ne se raconte pas. On peut dire beaucoup de choses sur le Sahara, mais il sévit. Il faut que les gens viennent voir, toucher. Moi, j'étais incroyablement surpris d'être dans le centre Cap-Terre. Toute cette architecture, tous ces dessins, qui témoigne d'une ère passée. Et quand j'ai visité la vieille ville, j'étais franchement sous le charme
des petits couloirs, l'argile. Et ça m'a rappelé mon pays, ça m'a rappelé Agadez, ma région, qui fait tout pour protéger ce pan de son histoire, ce pan de sa culture. Et c'est ça que je voudrais que beaucoup de gens fassent le déplacement pour voir Timomine, pour toucher, voir toute cette architecture qui ne doit pas disparaître. Et j'envie beaucoup la capacité des gens de Timomine à conserver cet élan touristique, parce que c'est ça qui vend normalement les destinations. Et l'Algérie doit mettre Timomine dans le cahier des visites à faire pour encourager le monde à venir voir Timomine, à venir rencontrer la population de Timomine, à venir voir toutes ces curiosités touristiques. Il le faut parce que c'est très beau. Là, Diop, on nous dit, c'est vrai, ça revient très souvent, que le Cap-Terre ou même certains coins ou recoins de Timimoun ressemblent à peut-être quelques quartiers de Tombouctou, quelques villes du Mali. Est-ce que tu rejoins ces témoignages? Oui, c'est parfaitement ça. On va dire la porte du Soudan. C'est la même chose lorsqu'on rentre à Tombouctou. Donc, au-delà de l'architecture, des dessins et autres, et là, c'est palpable quand on rentre à Cap-Terre et même dans d'autres maisons, notamment la mosquée vieille de près de 800 ans qu'on a visité ensemble. On reconnaît cette architecture, on reconnaît les dessins, les signes, et on reconnaît même l'accoutrement des gens, les turbans, et nos frères Touaregs. Et donc, il n'y a pas de véritable dépaysement en réalité. Tout cela, comme on a dit, nos frontières sont virtuelles, sont artificielles. Après, les États existent, c'est un fait, mais les peuples sont les mêmes. Et nous sommes tous de culture migratoire, donc les uns et les autres se sont déplacés. Et lors d'un récit même qui nous a été fait par l'imam de la mosquée, on nous a raconté que beaucoup, par rapport à la route du sel et la route des épices, Timimoun et Tombouctou étaient des escales fort importantes où il y avait beaucoup de brassages et même par rapport au patronyme. Il y a des millénaires. Hein. Millénaire, exactement. Et même par rapport au patronyme, aux langues, on sait qu'il y a beaucoup de similarités. Pour en revenir à Cap-Terre, il y a certains signes et des techniques de combinaison du sable et de l'argile rouge. On le retrouve... de Gourarak, on retrouve jusqu'au sud du Mali, à travers des centres comme le Domo à Ségou, où cette technique de combinaison du sable est fortement utilisée pour décorer les maisons jusqu'à présent. Barandia, on nous dit souvent dans cette ère économique de la mondialisation que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire, qu'elle est peut-être en retard sur quelques concepts matériels, mais quand on va dans ces régions, on se rend compte que rien n'est plus faux, puisque ce sont des régions vivantes, riches, profondes, on le voit à travers les habitants, même cette solidarité interafricaine, non? Oui, mais parce que juste il y en a qui ont intérêt quand même à faire croire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, ce qui est quand même totalement faux. Je crois que ce que nous avons vu prouve effectivement le contraire de tout ce qui se dit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi je suis de ceux-là qui pensent qu'il nous faut... Je ne parle même pas de penser africain, parce que penser africain ou agir africain, non, non, non. Il nous faut être en mesure de construire, de fabriquer une information par les Africains, pour les Africains. Parce que ce que nous avons vu à Timimoun et certainement dans d'autres régions de l'Algérie, on ne peut compter que sur nous pour découvrir et montrer à la face du monde tout le patrimoine que nous avons, toutes les richesses que nous avons. Vous avez vu les témoignages que vous avez recueillis tout à l'heure? Des gens qui vous disent que c'est la première fois qu'ils viennent ici, mais ils ont tout de suite envie de revenir parce qu'ils ont découvert des choses incroyablement belles. Et c'est ça aussi l'Afrique. Donc, il y en a qui peuvent dire, qui peuvent faire croire que nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas de trucs, on n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, mais bon, prouvons le contraire. Mais encore une fois, dans ce monde globalisé où la compétition n'a pas de normes, il nous faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, être en mesure de fabriquer une information africaine par les Africains et pour les Africains. Je crois qu'il y a beaucoup de choses positives à montrer. Et j'ai taquiné tout à l'heure les amis en leur disant que je vais un tout petit peu faire une critique à l'Algérie parce que moi, ce que j'ai découvert ici, ça mériterait quand même d'être montré.
Ils ne sont pas nombreux. Chez moi, il y a plus de 10 millions de Tijanes. Et l'Algérie est aujourd'hui le berceau de la Tijania. Et ça, quand même, c'est quelque chose qu'il faut démontrer, qu'il faut montrer aux Africains. Il n'y a pas que ça. Regardez-moi ce patrimoine, cette richesse, ce potentiel touristique qu'il y a dans la région du Gourara. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut montrer ça. Il y a des historiens qui ont écrit beaucoup de choses. Il y a des historiens qui ont écrit beaucoup de choses sur la vieille histoire. Regardez aujourd'hui ce que l'Algérie a réussi sur le plan des infrastructures. Mais tu viens, tu sens que ce pays-là, les gens ne dorment pas, ils ont travaillé. Mais ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Regardez aujourd'hui le potentiel que vous avez sur le plan sportif et sur bien d'autres plans. Mais ça, quand même, c'est quelque chose qu'il faut montrer. Je crois que de ce point de vue, il faut quand même faire énormément. Et ça reviendrait prouver et en même temps anéantir toutes ces thèses qui voudraient que nous soyons une terre de trucs où on ne montre que le paludisme, la famine, la guerre civile. Ça, justement, c'est un biais, c'est une façon un peu réductrice, à la limite un peu néocolonialiste de présenter les choses. Raciste nous ne sommes pas raciste. Ce n'est pas ça l'Afrique. Bien sûr. L'Afrique, c'est ce que nous venons de justement, découvrir. l'Algérie, la feuille de route de l'Algérie par rapport à ces régions, c'est justement mettre l'accent sur le développement. C'est une manière aussi de dire que ce qui manque à l'Afrique, au final, c'est un peu des infrastructures et un développement pour pouvoir peut-être prendre un élan. Est-ce que c'est une autre approche, par exemple, que le tout sécuritaire ? En réalité, pour rejoindre ce qui a été dit par Mbara, c'est-à-dire que cette beauté, cet esthétisme que l'on vante tant ne doit pas rester dans l'ordre du folklore. Et je pense que ce que nous avons découvert ici montre que l'Algérie a déjà compris cela. C'est-à-dire que lorsque nous étions à Timimoun, effectivement, nous avons vanté tout à l'heure la beauté, l'esthétique, l'histoire extrêmement riche de ces zones-là, sur le plan architectural, sur le plan immatériel, j'ai même envie de dire. Mais à côté de cela, il y a un développement industriel, des infrastructures, en termes de télécommunications, donc nous étions connectés au monde, et ça c'est extrêmement important que nous nous mettions dans cette dynamique-là, afin, comme il a été dit, de raconter un autre narratif, qui est notre histoire. Après le tout sécuritaire, je pense que ce sont des principes, des concepts dont nous devons nous affranchir, et je pense que l'Algérie n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit à ce niveau. Surtout que le tout sécuritaire a montré ses échecs quand on fait un bilan objectif. Brahim. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure, les gens qui pensent que l'Afrique est un continent qui n'ira nulle part, eh bien, ils ont tout faux. Parce que toutes les analyses, toutes les projections faites ont montré que l'Afrique est le continent du futur. Tous les autres continents viendront en Afrique et sont en train de courir vers l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel énorme qui n'a envie à aucun continent. Donc pour ça, c'est normal pour nous plonger encore dans le défaitisme, dans le pessimisme. On nous crée des guerres. On pense qu'il faut nous surarmer. Il faut faire face au terrorisme, à beaucoup de contingences qui peuvent nous réduire, qui peuvent obstruer la voûte du développement pour nos pays. Mais c'est faux. On ne peut pas mettre dans le tout sécuritaire le peu de finances, le peu de moyens que nous avons. Nos pays doivent normalement regarder en face les réalités et se dire que les vendeurs d'armes sont aussi les pourvoyeurs du tourisme. Il faut que les gens soient clairs sur ça pour éviter à ce qu'on épuise nos maigres moyens. Par exemple, je prends juste un exemple pour mon pays, le Niger, un pays qui peine à se développer, mais il injecte beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de francs CFA par semaine dans le tout sécuritaire. Et quel est le résultat? Dieu merci, ces derniers mois, ça va. On pense qu'on va sortir la tête de l'eau. Mais j'en appelle à tous nos pays, les pays africains, ils doivent vraiment venir et s'instruire et prendre surtout un exemple sur l'Algérie, ce grand pays qui est en train de faire une marche vers le développement. Mais ce tout sécuritaire,
Oui. Ce tout sécuritaire semble arranger les affaires de certaines contrées occidentales. Ça arrange Oui, c'est ce que j'ai surtout, dit, les vendeurs d'armes, pour ne pas les sauf citer. les Africains eux-mêmes, puisqu'on arme finalement des Africains contre d'autres Africains. Exactement. Donc on a beaucoup à apprendre. Nos pays, je parle du Niger, je parle du Sénégal, je parle du Burkina, du Mali, doivent s'inspirer de cette logique sécuritaire que j'ai vue, que j'ai trouvée en Algérie. On reprend tout de suite notre conversation juste après cette pause publicitaire. On revient tout de suite. Barandia, quels sont les principes? Vous vouliez dire quelque chose? Je voulais juste rajouter que les véritables défis de l'Afrique, c'est un défi informationnel. C'était ma prochaine question, donc vous avez bien fait de... Parvenir à casser cette perception, cette façon de voir les choses, et qui a été malheureusement instaurée grâce à des moyens, à un investissement pour faire croire, ou pour donner une lecture unilatérale d'une situation connue. Je le disais tout à l'heure, notre défi réside dans notre capacité à produire une information par les Africains et pour les Africains. Maintenant, le deuxième défi, il est économique. Mais commerçons entre pays africains. Mais soyons de véritables partenaires. Ce qu'aujourd'hui les Algériens sont capables de faire dans tous les domaines. Mais il faudrait que, par exemple, dans le cadre d'accords, de conventions, d'une entente avec nos pays, avec le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, que nous puissions véritablement, parce que nous avons l'avantage à ce niveau, c'est que nous sommes tous des Africains. Nous avons la même trajectoire, nous avons la même famille, finalement. Nous sommes une même famille. Donc je crois que de ce point de vue-là, si nous le comprenons ainsi, nous allons pouvoir remonter la pente et refaire notre retard qui a été malheureusement créé par ce que j'appellerais peut-être une forme d'incompréhension des Africains, qu'ils avaient tout ce qu'il faut pour prouver à la face du monde que nous sommes le continent de l'avenir. Aujourd'hui, nous avons les ressources naturelles. Et la jeunesse, nous les avons richesses. le dividende démocratique, justement. Nous avons la jeunesse de notre population. Nous avons un tiers des réserves mondiales qui sont aujourd'hui sur notre continent. Mais ça, c'est une formidable occasion. Mais nous ne pouvons en tirer profit que si, et seulement si nous comprenons qu'il y a quand même un défi informationnel à relever, mais également le défi de la coopération économique entre les pays du Sud. C'est important ce que vient de dire Baradia. C'est vrai que l'Afrique, semble-t-il, tout ce qu'il faut. Le rapport de la Banque mondiale dit que c'est le continent du futur. Mais au fond, qu'est-ce qui manque pour cet éveil? Il y a une nouvelle génération africaine aussi qui est plus politisée, qui a une conscience. On l'a vu avec les derniers événements, d'ailleurs, au Mali. Très bien. Avant d'y arriver, donc, je vais me permettre de revenir un peu sur ce qui a été dit, parce que sur le tout sécuritaire, effectivement, nous ne pouvons pas miser le développement de nos pays entièrement sur la sécurité, c'est un fait. Mais il est important que la sécurité de nos pays est capitale. Lorsque un pays est menacé de disparition, lorsque des villages disparaissent comme je sais pas moi, comme si c'était normal. On dit en Afrique, quand un village disparaît, c'est une histoire qui disparaît. C'est une histoire qui disparaît, mais c'est surtout des gens qui meurent. Ça, je m'excuse d'être aussi trash. Et lorsque la mobilité des gens, la vie des gens est menacée, il est important de rétablir quand même un minimum de sécurité. Et ici, je pense que l'histoire de l'Algérie nous l'a enseigné. Vous êtes passé par beaucoup d'étapes. La libération, l'indépendance de 62, et après la décennie tragique que vous avez vécue ici. Donc il a fallu, à un moment donné, arrêter tout cela. Donc les pays, c'est vrai que nos pays se ressemblent beaucoup, mais la réalité qui est malienne ces dernières années est que la sécurité était capitale d'abord, et elle l'est toujours, avant de penser à d'autres aspects qui sont tout aussi importants. Parce que quand on parle de développement, quand on parle de mobilité, quand on parle de création de la valeur, de mise en valeur de patrimoine, c'est qu'il y a un minimum de sécurité. La preuve, au Mali, il y a de cela 10 ans, il y a des personnes qui nous ont envahis, qui se sont attaquées à nos mausolées.
à Tombouctou. C'est-à-dire le patrimoine, c'est le l'histoire, la patrimoine. mémoire. Donc c'était juste pour établir, si vous me permettez de montrer que c'est pas tout sécurité, mais sécurité est important pour nous permettre même d'avoir une émission et de pouvoir discuter à l'aise et de dire. Quand on évoque la sécurité, c'est surtout la confiance. C'est la confiance, exactement. Maintenant, pour en revenir à ce que vous dites, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour pouvoir se développer? Effectivement, personne n'a de baguette magique parce que sinon ce serait aussi simple, mais force est de reconnaître que si d'autres ont réussi, nous pouvons réussir. En ce qui nous concerne, je pense que l'Afrique gagnerait beaucoup à regarder chez elle ce qu'elle peut améliorer et à ne pas singer des concepts, des principes, des mécanismes et s'approprier ce qui se fait ailleurs et le mettre, comment on l'appelle, les tropicaliser et s'appuyer sur ce qui a été avant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le disait, à certains qui disent l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, mais c'est des gens qui connaissent très très mal l'histoire, puisque l'Afrique, on le sait, a été précurseur dans tout ce que le monde connaît de moderne aujourd'hui. Dans tous les domaines de la gouvernance, en ce qui concerne mon pays, le Mali, depuis 1200, nous connaissons ce que c'est que la démocratie. À la charte de Kouroukanfouga, une dizaine de royaumes, presque une vingtaine, se sont réunis et ont pacifié toute la zone. C'est-à-dire de la Gambie jusqu'au... Le royaume Domé, le Cheikh Anta Diop, on parlait souvent même en économie. Exactement. Donc nous pouvons nous appuyer sur nos chefferies traditionnelles, nous pouvons nous appuyer sur nos techniques, sur nos méthodologies et les adapter à quelque chose d'un peu plus moderne. Le TREG, par le prisme du sport, on peut justement conjuguer tout ça, à savoir la confiance, la sécurité, le rendre hommage aussi à l'Afrique, aux Africains, aux efforts africains. Donc finalement, le TREG aussi, ce serait peut-être une manière d'apporter une pièce d'achoppement à tout ce que vous dites. Merci beaucoup. Moi, je vais rebondir sur ça pour vous dire une chose. Le sport, par le biais du sport, allié au tourisme, je vous assure, on a vu un facteur de synergie pour que l'Afrique s'unisse à elle-même. L'Afrique va vers l'Afrique. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour son développement? Je vous dirais d'abord une chose, Bara l'a dit, il faut d'abord que nous consommons notre propre information, que nous consommons nos propres images, que nous validons nos propres progrès et critiquons nos propres faiblesses nous-mêmes. Il ne faut pas attendre que l'information qu'on doit consommer, que nos populations doivent consommer, soit distillée par des organes d'ailleurs. Ça, c'est un frein à notre développement. Il faut aussi accepter une chose, les barbelés qui sont dans nos consciences. Les barbelés qu'on a placés dans nos consciences, il faut les casser. Et quand on les casse, eh bien, on va venir à une chose. La dernière chose, il faut que les Africains mettent la main à la pâte. Il faut que les Africains travaillent. Ne pas attendre que des ONG internationales viennent donner des fonds pour notre propre développement. Personne ne peut développer l'Afrique sans les Africains. Et si ce n'est pas par les Africains, ce développement ne passera pas. Justement, ce grillage qui vient d'être évoqué, le sport, justement, on l'a vu, Timmy Moon, c'est des espaces pratiquement à perte de vue. Donc peut-être c'est une métaphore pour élargir les perspectives africaines et conjuguer aussi les efforts presque infinis de l'Afrique. Le sport est un moyen aussi. C'est ce qu'on appelle le soft power. Vous savez, c'est le mot-clé, soft power. Le sport au service du développement. Et aujourd'hui, je suis même tenté de dire le sport au service de la diplomatie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons sur la scène mondiale? Les pays que l'ont compris. Mais pourquoi aujourd'hui l'Arabie Saoudite a mis tous les moyens qu'il faut pour attirer Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané, Karim Benzema et tous les autres là? Mais vous pensez que c'est parce que le championnat est d'un niveau où ils vont encore gagner en image, en trophée individuel? Non. C'est de la promotion. C'est la promotion aujourd'hui du pays. C'est une image qu'on veut donner à un pays, un positionnement, une voix par le truchement du sport. Et de la même façon, j'ai dit tantôt, au sujet du TREG qu'il fallait peut-être l'ouvrir davantage avec une plus grande participation des Africains, mais pas que des Africains. Je crois que la dimension actuelle du TREG, qui est marquée par une forme de diversité, c'est quelque chose quand même qui est fondamental qu'il faut maintenir, mais il faut beaucoup plus d'Africains dans l'initiative. Et à partir de ce moment, les gens qui viendront comprendront qu'en réalité, ce qu'on nous a vendu, ce qu'on nous a
fait croire, et ce que nous avons vu sur le terrain, c'est diamétralement opposé. Qu'à travers ce trade, à travers ce patrimoine de la région du Gourara, à travers tous les vestiges que nous avons, nous, découverts, que, effectivement, l'Afrique, à travers l'Algérie et son patrimoine, a effectivement des choses à montrer au monde. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Donc, le sport au service du développement, oui, c'est un concept qui est en vogue, mais le trade au service de la diversité culturelle, du renforcement du panafricanisme, mais également la vulgarisation du patrimoine culturel et touristique de l'Algérie à travers cette région extrêmement importante et riche. Al-Haj Diop, on va parler aussi d'un peu l'actualité, on reste aussi sur l'insécurité. Au Mali, la reprise de Kidal a suscité moult témoignages. Est-ce que finalement c'est de bon augure et un nouvel espoir pour le pays? Vous avez des commentaires sur le... Oui, c'est de bon augure, bien sûr, parce que pour faire un petit rappel des faits, sans être, on va dire, sans tomber dans ce que certains pourraient appeler du populisme et autres, on a entendu ce genre de discours, l'histoire, elle est très simple. Le Mali a été attaqué par diverses formes et traverse une crise multiforme, tout le monde est unanime là-dessus, et il y a une zone qui a été qualifiée comme l'épicentre de cette déstabilisation du Mali et de la sous-région. Kidal, Gouma. Voilà, Kidal, il a été dit, le président Mahamadou Issoufou l'a dit, donc à haut niveau, mais d'autres voix aussi l'ont rappelé, et c'était l'épicentre de l'organisation, de la déstabilisation de toute une zone sahélienne. Pendant 10 ans, 11 ans, 50 000 hommes armés venus de toutes parts n'ont pas réussi justement à conquérir cette ville-là. Mais en 2 ans, les autorités maliennes, les forces armées maliennes, les FAMA, ont réussi à le faire. Et je pense que c'est un succès, c'est une victoire, mais ce n'est qu'un début. Parce que nous nous installons, et comme on l'a dit, le tout militaire, le tout sécuritaire ne suffit pas. Il va falloir travailler à la cohésion sociale, à la redynamisation de la zone, pour créer une économie, pour dissuader toute autre mésaventure ou narcotrafic ou quoi d'autre, ou des choses qui ne sont pas favorables au Mali et à la région. Alors, l'Algérie succède au Niger à la tête du comité d'état-major opérationnel conjoint. La passation de la présidence tournante au Conseil entre les deux pays s'est faite lors d'une session extraordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays membres, qui s'est tenue d'ailleurs mardi à Alger. Il s'agit d'un mécanisme pour une meilleure intervention sur le terrain. Le CEMOC a des défis à surmonter à l'heure où le G5 a démontré peut-être quelques difficultés, notamment bien sûr dans la région sahélienne, mais aussi le Niger a suscité aussi moult inquiétudes, mais finalement il y a une espèce d'espoir, il y a un retour comme ça, une forme de souverainisme qui malgré tout suscite une confiance, de l'optimisme finalement au Niger. Malgré ce qu'on entend, c'est-à-dire à travers les médias occidentaux, mais il y a un retour. Vous mentionnez tout à l'heure le G5. Je vous informe que le Niger s'est retiré du G5 et actuellement, au moment où je vous parle, cette force conjointe, dite conjointe, n'a que 2 pays. Pourquoi? Parce que y a des tares. Il y a des tares qui ont été accumulées sur ce mécanisme qui n'a jamais prospéré. Et pourquoi le Niger a quitté? Et je vous l'ai dit, c'est avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les militaires qui sont actuellement au pouvoir, ils ont décidé de regarder vers les pays qui ont une histoire dans les combats contre le terrorisme, comme l'Algérie. Eh bien, le Niger, désormais, n'a qu'une seule option. Il veut en finir avec le terrorisme, avec les pays qui veulent en finir avec le terrorisme. Le Niger a demandé à la France de quitter son pays, à l'armée française de quitter son pays. Pourquoi? Parce qu'au bout d'une dizaine d'années de coopération militaire, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée. Et cette situation sécuritaire qui s'est dégradée risque d'impacter la région. L'Algérie, votre pays, est aussi menacée. Parce que si les militaires nigériens laissent s'effondrer la sécurité au Niger, si les militaires qui sont au pouvoir actuellement au Mali laissent s'effondrer la sécurité au Mali, eh bien, les prochains pays qui vont être impactés par cette crise sécuritaire, eh bien, c'est l'Algérie. Et c'est pourquoi l'Algérie a vraiment besoin de ces pays qui sont aujourd'hui debout
pour leur sécurité, pour les aider, pour que la sécurité commune soit préservée. Mbarandiaï, peut-être un commentaire sur cet abcès de l'insécurité et ce retour peut-être à une certaine donne du souverainisme africain qui vont finir avec les vieux modèles qui n'opèrent plus sur le terrain, on l'a vu. Je voudrais un peu revenir sur cette histoire du G5 Sahel et de l'Alliance des États du Sahel qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux par, je crois, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Je crois que nous ne sommes pas membres, hein. Le Sénégal n'était pas membre du G5 Sahel, en tant qu'observateur, mais en termes d'implication et d'engagement, nous avons été l'un des premiers pays contributeurs. Parce que tout simplement, nous sommes aujourd'hui un voisin immédiat du Mali. Et s'il n'y a pas la paix chez eux, ça va être difficile d'en avoir chez nous. Donc c'est la raison pour laquelle, quelle que soit par ailleurs l'initiative, le cadre, la dénomination qu'on peut donner à cette organisation qui vise à anéantir ces djihadistes, je crois que mon pays sera partie prenante. Et je crois que c'est des facteurs de déstabilisation. Aujourd'hui, un seul pays du Sahel est déstabilisé et menacé. Il va sans dire que naturellement, nous en subirons les conséquences et les impacts. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je félicite déjà les forces armées maliennes pour les victoires qu'ils sont en train d'engranger dans leur lutte contre le djihadisme et souhaiter véritablement que cette dynamique se maintienne et que tous les pays africains, notamment de la région du Sahel, puissent apporter leur concours pour que nos frères du Mali prennent le dessus. Parce que c'est ce qui est souhaitable. Je l'ai dit tantôt, si ça ne se passe pas bien au Mali, ça ne pourra jamais se passer comme nous le souhaitons à Dakar. Et je crois que c'est extrêmement important de le comprendre ainsi. Plusieurs justement pays sahéliens ne veulent plus, on l'a vu, il y a un phénomène comme ça hein, qui s'est généralisé, ne veulent plus de présence étrangère, notamment des bases étrangères militaires au sein de leur pays, Burkina Faso, Mali, Niger notamment. Comment on explique ce phénomène au-delà de l'insécurité, au-delà de la sécurité ou de l'insécurité, si on mettait de côté ce débat? On ne veut plus maintenant que les étrangers viennent et nous expliquent comment on doit faire chez nous. C'est ce qu'on a entendu à travers nos reportages qu'on a produits ici. Très bien. Je suis très heureux de la manière dont vous posez le problème, parce qu'en général, le problème est posé sur le plan sentimental. On nous parle de sentiments, on nous parle de vol. Non, c'est qu'il y a un nouvel ère qui se lève déjà. Et l'Afrique est en train de se réveiller et on ne peut pas continuer à produire les mêmes actes et en espérant un résultat contraire. C'est ce que certains philosophes appellent même la folie. La folie, Einstein. Donc nous avons essayé. L'Africain de nature, le Sahélien de nature est très hospitalier et n'a pas de mal à demander de l'aide. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous autres subsahariens, nous sommes, après c'est pareil pour le Sénégal et le Mali, c'est que nous avons une certaine fierté et nous avons un certain réalisme, ça depuis des millénaires, donc que nous partageons avec l'Algérie. Mais il se trouve que ces 30 dernières années, sous le vent de la démocratie et d'un certain nombre de concepts que nous connaissons, nous, depuis, mais qui a été appliqué chez nous sous une forme inadaptée, a montré ses failles. Donc, au même titre que et cette occupation, parce que ça finit par être de l'occupation, ne peut pas continuer. Et il est impensable que, sous d'autres cieux, il y a de cela 60 ans, 70 ans, par exemple à la fin de la guerre 39-45, lorsque les Américains ont soutenu les Français pour les libérer du nazisme, et qu'après le général de Gaulle ait demandé le départ des troupes françaises, ça n'a pas été mal pris par les Américains, ils sont partis tout simplement, alors qu'ils avaient réussi à installer la paix. Dans nos cieux, lorsque nous sommes soutenus au début par des troupes étrangères de plus en plus nombreux et que l'insécurité grandit et que même au-delà, il a été avéré, annoncé par des autorités que ces personnes en présence sur nos territoires, au lieu d'être des freins à l'avancée de cette insécurité, sont à tort ou à raison, ou de manière volontaire ou involontaire,
participant à l'augmentation de cette insécurité, empêchant les forces nationales de se défendre, soient priées de partir. Ça ne devrait pas poser de problème. Surtout que dans le cas du Mali, 2 ans après, nous voyons les résultats. Donc c'est quelque chose de tout à fait logique et normal dans l'ordre de développement des États, l'ordre de l'émancipation, du développement, appeler ça souveraineté, appeler ça panafricanisme, nationalisme, mais l'objectif, c'est le bien-être et la survie de nos États. C'est la même chose au Niger avec cette nouvelle donne qui s'est passée après la crise politique qu'il y a eu, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, notamment à travers les médias occidentaux. Est-ce que cette nouvelle donne est synonyme d'un nouveau départ du Niger ? Je vous assure, au moment où je vous parle, l'armée nigérienne, les forces armées nigériennes sont en train d'engranger des grandes victoires, mais des grandes victoires qui sont tues. Parce que l'armée nigérienne est en train de travailler... Tuée par qui, pardon? J'en fais par qui? Tuée par l'armée elle-même, la grande muette, comme on l'appelle. Okay. C'est-à-dire, à la différence de ce qui se passe au Burkina, par exemple, les victoires des forces armées nigériennes sur les groupes terroristes se font, je vous assure, en silence. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont conscients d'une chose, et la menace terroriste est en train de s'éloigner. Pourquoi? Parce que leurs parrains, parce que j'appelle les choses par le nom, leurs parrains sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Dans le temps, quand il y avait une attaque, une menace terroriste qui s'approchait d'un village ou d'une base militaire au Niger, eh bien, l'armée nigérienne n'a pas la capacité de se mouvoir rapidement pour être sur place parce qu'elle doit envoyer des messages qui sont endigués et qui arrivent à des moments où ces messages... Tard, ils arrivent un peu trop tard. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens déciment des pauvres populations, déciment des soldats, alors qu'en une fraction de minutes ou de moins d'une heure, l'armée nigérienne pouvait être sur place. Mais parce qu'il y a des filtres qui ralentissent ces messages, eh bien, quand ça arrive trop tard. Parce que c'est des filtres voulus, pardon. Oui, c'est voulu, hein, je vous le dis, c'est voulu. Confirmé. Et aujourd'hui, je vous assure, qu'est-ce qui se passe à la minute près? Dès qu'il y a une menace, les forces armées nigériennes sont sur place et sont en train de faire un travail formidable de récupération des terrains perdus par les forces nigériennes. Très bien. Au-delà, sur l'échiquier mondial, on évoque souvent le monde multipolaire qui semble pas être d'ailleurs au goût de certaines grandes puissances. Le monde multipolaire est-il un pari gagnant pour l'Afrique? Oui, mais c'est une donne. On n'y peut rien. Et si nous voulons véritablement jouer notre rôle et occuper notre véritable place dans le concert des nations, il nous faut quand même être dans la logique de cette mondialisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de chasse gardée. Je suis l'ancien colonisateur, je suis le partenaire de choix, je suis le pays ami, etc. Non. Il n'y a plus de privilèges. Il n'y a plus de privilèges, il n'y a plus de chasse gardée. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne serai heureux que si je vois demain les Africains, qu'un pays africain, comme l'Algérie, qui peut être l'Afrique du Sud, qui peut être le Nigeria ou un autre pays, soit en mesure de venir proposer au Sénégal ce que la Chine, la Turquie, la France ou les Anglais viennent nous proposer. Parce que finalement, ça, c'est extrêmement important. Finalement, c'est ça la mondialisation. En fait, l'Afrique est rentrée dans la mondialisation il y a très longtemps. Parce que en fait, on travaille avec le plus offrant, on travaille avec celui qui a les meilleurs services à nous proposer. Et la France ou notre ancienne puissance n'a pas à avoir la primauté sur quoi que ce soit. Moi, je vais exagérer un peu en disant on est entre nous, allez-y. Que l'Afrique est la mondialisation, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons ce que les autres n'ont pas chez eux. Aujourd'hui, toutes ces multinationales que tu vois et qui ont bâti leur empire, ils les ont bâtis en Afrique. C'est nous qui avons aujourd'hui les ressources naturelles. C'est nous qui avons aujourd'hui la main-d'œuvre. Maintenant, il nous faut relever le défi de la maîtrise technologique. Et à partir de ce moment, mais ce ne sont plus les jeunes Africains qui prendront les pirogues ou qui passeront par le Nicaragua pour aller aux États-Unis. Ce sont les Occidentaux, les Européens, les Américains et les autres qui viendront en Afrique. Parce que nous aurons mis en place tous les mécanismes, tous les schémas, toute l'organisation qu'il faut pour véritablement être la locomotive de l'économie mondiale. Aujourd'hui, le zircon, où est-ce que ça s'exploite? C'est chez moi.
dans ma petite bourgade de Mewan, qui se trouve au Sénégal. Le phosphate, c'est chez moi. La bauxite, c'est en Guinée. L'or, c'est au Mali. Le pétrole, l'uranium, c'est chez lui au Niger. Au Niger, bien sûr. Etc., etc., etc. Sans parler le pétrole de la et le gaz RDC, sans aussi. parler C'est des chez autres nous. pays, oui. Donc, je crois que nous avons tout ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Mais soyons en mesure, en tant qu'Africains, de mettre en place de véritables dynamiques pour que ces richesses africaines puissent profiter aux Africains d'abord. Et je crois que c'est ça la vraie mondialisation pour nous. Et c'est le véritable défi. Pour abonder dans le même sens que Bara, moi je vous dis une chose, l'Afrique doit prospérer la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre elles comme il a dit. Paris gagnant-gagnant, qui est proposé par Alger d'ailleurs. Exactement. En fait, il faut que les gens s'affranchissent d'une chose. On doit se débarrasser de cette tutelle de l'ancien colonisateur. On doit dépasser ces prismes-là. On doit normalement être dans la logique de qu'est-ce que je gagne moi comme pays, qu'est-ce que l'autre gagne comme pays, et on peut le faire d'abord entre nous en tant qu'Africains, en valorisant ce que l'Algérie a toujours dit, la coopération sud-sud, en valorisant nos propres richesses à nous, pour nous et par nous. Et je vous assure, comme il l'a dit, aujourd'hui c'est la ruée vers nos pays. Moi je vous parle du Niger, mais le Niger c'est incroyable, c'est beaucoup de richesses sous terre. C'est beaucoup de richesses qui sont là, inexploitées, que malheureusement la France veut nous empêcher de vendre à qui, à qui nous voulons. Mais ça, c'est fini, je vous assure. La page est tournée. La page est tournée, je vous assure, au Niger. Et ce n'est pas fini parce que d'autres pays sont aussi en train de venir. Parce qu'ils ont compris qu'après plus de 60 ans, c'est fini. Il est temps de desservir la table pour mettre d'autres couverts pour d'autres pays, d'abord frères à nous, et ensuite qui viendront d'autres continents. Al-Hajj Diop, avant d'attaquer la dernière partie, c'est vrai, la Banque mondiale, dans ses rapports annuels, dit que l'Afrique, c'est le futur en économie pour tous les investisseurs. C'est-à-dire le futur, c'est en Afrique, et c'est presque prouvé économiquement. Oui, en fait, tout ce qui est dit là est dit depuis 50 ans, 60 ans. Les artistes l'ont chanté, certains hommes politiques l'ont dit, certains présidents l'ont dit, ça a été dit dans les forums. Certains qui sont morts en disant ça. En disant cela, exactement. Donc, beaucoup sont morts en essayant de le mettre en pratique. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, ces 2 dernières années, avec ce qui se passe chez nous, nous sommes en train mais à partir du moment où on sait tout cela, qu'est-ce que l'on fait ? Parce que la réalité, elle est la même. Et chaque fois que nous, Africains, nous essayons de le rappeler, on dit oui, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de parler d'esclavage, arrêtez de parler de la colonisation. Mais la colonisation, elle est surtout mentale. Fela l'a dit dans les années 80, colo-mentality, c'est dans la tête. Mais au-delà d'être mental, c'est qu'il faut que ce dont beaucoup de Maliens sont en train de se rendre compte, et je peux l'étendre au Burkina et à d'autres pays de la sous-région, dans le Niger et au Sénégal, c'est que ça va au-delà, au fait. Quand on parle de néocolonialisme, ce sont des termes, mais il s'agit de quoi? Il s'agit que nos pays ont été mis sous perfusion. On a inculqué aux dirigeants de ces 30 dernières années des concepts, des principes qui ne sont pas adaptés au développement de nos pays, qui ne sont pas adaptés aux réalités, avec des inadéquations entre la formation et l'emploi. Les travaux de Samir Amin, par exemple. Voilà, si vous le dites. Bon, non, chez nous, par exemple, parce qu'un gouvernement qui vient d'être démocratiquement élu, et après nous pouvons discuter lors d'une autre émission de la manière dont ces élections sont organisées, les mécanismes de financement, les campagnes, comment elles sont organisées, et la nature de ces élections en tant que telles, et leur coût par rapport aux besoins réels des populations. Mais ces gouvernements qui sont élus, lorsqu'ils ont envie de faire des politiques de développement de leur pays en fonction de leur réalité, se retrouvent confrontés à un problème, puisque n'ayant pas de mécanismes de développement interne et soumis à cette perfusion de la Banque mondiale, du FMI, du franc CFA, etc., on nous impose des programmes d'ajustement structurel, on va jusqu'à nous dire qu'est-ce qu'il faut enseigner à nos enfants. Enfin, vous voyez jusqu'où la chose elle est profonde. Et lorsque ces présidents refusent, c'est difficile pour eux de rester au pouvoir parce qu'on a d'autres pressions externes, etc. Donc, ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, au Mali, nous avons réussi à avoir des autorités qui se sont affranchis de tout cela, qui ont décidé de commun accord avec la population, avec le peuple, d'engendrer
un mécanisme Finalement- avec lequel on est en train de voir le bout du tunnel. Finalement, des autorités qui résument assez bien la nouvelle génération africaine. Mais revenons d'ailleurs à la seconde édition du Trek Algeria Trail qui a pris fait et place à Timimoun. C'est un peu particulier puisque cela lie, on l'a dit, à la fois sport, tourisme, écologie et aussi économie. Sans parler du facteur humain, une expérience à dupliquer peut-être ailleurs pour tout ce qui est développement et tout ce qui est immersion dans cette fameuse... Moi, je vous dirais que le trek tel que je l'ai vécu, tel que nous l'avons vécu, d'abord, avant de le dire, je tiens à dire merci à M. Marabet, parce que c'est lui qui nous a invités, sachant que nous serons des vitrines pour ce trek dans nos médias, dans nos pays respectifs. Et je vous assure, depuis qu'on était à Timimoun, on n'a fait que produire des articles, des émissions qui ont impacté beaucoup de gens chez nous et qui ont montré à la face du monde et à nos pays ce que c'est que l'Algérie réellement, ce que c'est que Timimoun. Et pour ça, je vous dis, il n'y a rien à faire. Le sport allié au tourisme est un facteur de richesse. Je dirais des richesses économiques. Parce que nous avons été à Timimoun, on a fait des achats, on a rencontré des gens, on a pris des souvenirs, mais ça c'est une économie pour l'oasis de Timimoun. On a rencontré des gens, on a pris des adresses des gens, les contacts, rien que ces contacts, c'est aussi une richesse. Et on a gardé en photo, en image, dans nos têtes, ce que c'est que Timimoun. Et on va raconter Timimoun, on va raconter l'Algérie chez nous, et ça c'est une richesse. C'est ce qu'il faut faire. Une richesse immatérielle. Hein. Immatérielle, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut que nous ouvrons nos pays à nos pays, que nous ouvrons nos pays à nos citoyens pour qu'ils comprennent ce que c'est que vraiment l'unification. On reprend tout de suite notre conversation juste après cette pause publicitaire. On revient tout de suite. Barandia, vous voulez peut-être réagir sur cette richesse immatérielle, ces rencontres finalement qui n'ont pas de prix et qui restent et qui permettent peut-être plus d'expérience et plus d'ouverture entre nous, plus de solidarité. Mais c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Je crois que ça, c'est une expérience inédite. Il faudrait, en plus de pérenniser celle que nous venons de vivre, essayer de voir dans d'autres parties du continent comment faire véritablement pour provoquer ce type de rencontre. Je sais que Elage serait très ravi de pouvoir organiser ça chez lui au Mali. Avec grand plaisir, on viendra. Mais, on viendra avec plaisir. Moi aussi, ce serait avec un immense plaisir que Moi, j'organise déjà à Agadez le grand marathon du Ténéré. Voilà, il est bienvenu. Voilà, je serais ravi que ça se tienne chez moi au Sénégal. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est quand même des rencontres qui sont très utiles. Et je crois qu'il faut, comme l'a dit Ibrahima, féliciter et remercier M. Farid Marabet pour sa vision d'abord, son combat qui est profondément panafricain. C'est un Algérien, certes, d'origine, mais c'est un Africain d'abord. Et je crois que c'est... lui, il réfléchit comme nous et il a la même perception, la même vision qu'il faut quand même construire une information africaine par les Africains et pour les Africains. Et je crois que ça, c'est un combat et il nous faut quand même être en mesure de créer des synergies. Et dans tous les domaines. Sur le plan culturel, il faut quand même réussir à faire comprendre à la jeunesse africaine, à nos artistes, que l'Afrique doit d'abord compter sur son patrimoine immatériel. Il nous faut, nous aussi, en tant que journalistes, comprendre que notre travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information doit d'abord tenir compte de ça. Nous sommes des Africains. L'Afrique a énormément souffert pendant des décennies. Il nous faut aujourd'hui être des acteurs qui vont participer à l'essor, à l'émergence de ce continent. Et personne ne le fera pour nous. Nous ne serons pas journalistes pour ne pas quand même tirer la couverture de notre côté. Nous sommes des journalistes, c'est vrai, mais nous sommes aussi des Africains, des citoyens. Des activistes panafricains. Oui, absolument, parce que nous avons quand même soif de développement, d'intégration, soif d'une information véritablement qui mettra l'Afrique au devant de la scène. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut faire. Maintenant, il est bien de faire, disons, l'état des lieux. Depuis 60 ans, nous le faisons. Nous savons que nous avons pris
nous avons été dans un match où on a été mené en première mi-temps par 3-0. Le premier but que nous avons pris, c'est l'esclavage. Le deuxième but que nous avons encaissé, c'est la colonisation. Le troisième but que nous avons encaissé, c'est l'aliénation qui a été à l'origine de ce sous-développement qui nous a plombé pendant des années. Un match où peut-être l'arbitre aussi n'est pas tout à fait... Non, l'arbitre peut-être certainement n'est pas neutre. Mais en deuxième mi-temps, il nous faut quand même une remontada. Et cette remontada-là, je crois que nous sommes tous des acteurs, hommes de culture, journalistes, hommes politiques d'abord. Tout le monde doit véritablement se mettre au service de la cause pour que l'Afrique puisse véritablement refaire son retard et pourquoi pas ne pas aspirer à gagner le match. Al-Hadjob, justement, alors on va prendre la métaphore footballistique, la remontada, très belle métaphore. La remontada pour le futur, vous y croyez? L'Algérie nous montre que nous pouvons y croire. Véritablement, parce que nos histoires, même si nos indépendances ont été obtenues par décret, nous sommes aujourd'hui sur les starting blocks pour nous libérer matériellement. Ce n'est pas encore effectif, mais votre histoire, très inspirante pour l'ensemble du continent, et ça depuis 60, nous savons que l'Algérie pendant très longtemps a été la Mecque de tout ce qui a eu comme révolution en Afrique et même en Amérique du Sud. Donc cette histoire, vous la connaissez mieux que moi, les Algériens la connaissent mieux que moi. Donc nous pouvons réussir, puisque vous êtes en train de réussir. Donc maintenant, on n'a aucun doute pour cela. Et nous devons nous battre à armes égales. Ceux qui sont en face de nous, qui sont les oppresseurs, en réalité, on ne doit pas leur en vouloir. Nous devons plutôt nous en vouloir, nous, de nous laisser faire. Parce qu'ils ont été formés aujourd'hui dans les mêmes écoles que nous. Ils ont été dans les mêmes... voilà, c'est la même chose. Nous n'avons aucun complexe et nous n'aurons aucun complexe à relever les défis qui sont les nôtres face à qui que ce soit. Justement, allez-y. Moi, je dirais une chose, cette remontada, pour emprunter le terme à Bara, nous devons l'écrire et nous pouvons l'écrire avec l'encre de l'engagement, avec surtout l'encre de la bonne gouvernance. Il faut que nos pays, nos élites qui sont aux affaires ou qui seront bientôt aux affaires se disent une chose: il ne sert à rien de voler son peuple et d'aller construire des immeubles ailleurs, hors continent, et dire qu'on est bien. Oui, on est bien pour soi, pour sa famille, mais on a fait un mal fou à son peuple. On a poignardé l'envie de son peuple de se libérer des chaînes de la servitude. Et ça, c'est un crime. Pour parler plus concrètement, est-ce que, au fond, est-ce que l'écotourisme permet justement toutes ces synergies pour essayer de bâtir une souveraineté, une solidarité africaine, une entraide, de la confiance aussi? Au fond, est-ce que l'écotourisme... Oui, moi, je dirais une chose, c'est un facteur, l'écotourisme, c'est ce qu'on a fait. C'est un facteur pour connaître. Il y a un adage de chez moi qui dit en tamashek, Barar wainen temeden nakal inkenamgar igan temeden nawatai. Ça veut dire quoi en tamashek? L'enfant qui a visité 100 villages est aussi instruit, riche que le vieillard qui a vécu 100 ans. Il faut que les gens se visitent, se connaissent et s'enrichissent les uns des autres. Pour moi, c'est très important. Oui, un mot sur l'écotourisme. Mais c'est extrêmement important. C'est un levier de développement économique. Ça, c'est évident. Ce qu'on a vu, il n'y a rien de tel. Je vous disais tout à l'heure que ce serait bien aujourd'hui de faire quelque chose pour que nos Africains de la Tijania puissent comprendre qu'il y a énormément de choses à venir regarder. Moi, je rêve d'aller à Inoumadi, sur les traces du Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui est aujourd'hui certes au Maroc, mais dont on connaît quand même les origines, l'ancrage. Ça, c'est extrêmement important. C'est un facteur. Mais il nous faut aussi, parce que tout ce processus, toutes ces aspirations-là doivent être tirées par un investissement sur les infrastructures. Et je voulais véritablement revenir là-dessus. J'ai découvert 4 choses qui m'ont émerveillé et qui sont fondamentales dans le développement économique et social d'un pays. J'ai été frappé par la qualité des infrastructures, les routes. Je vois qu'il y en a énormément, partout. Des autoroutes qui sont de très grande qualité.
Bon, j'ai failli me perdre en venant dans l'aéroport qui est quand même... Ça peut arriver. Qui est quand même, en termes d'envergure, Immense. véritablement c'est immense. Mais j'ai vu aussi le système de transport de masse, qui est extrêmement important. Parce que quand nos villes, notamment nos centres d'affaires, ne sont pas suffisamment décongestionnés, s'il n'y a pas un bon système de transport de masse, c'est un facteur quand même qui ralentit un peu le développement. Mais j'ai vu aussi quand même la grande mosquée, qui est immense. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, je crois qu'il y a des choses comme ça. Et l'Algérie a prouvé, a suffisamment démontré qu'il était capable, qu'il était possible en Afrique, véritablement, de construire son développement à partir déjà de cette idéologie d'ouverture, mais également de décolonisation de la mentalité. Parce que fondamentalement, c'est ce qu'il faut. Et je crois Changement de mentalité. de ce point de vue, je le dis tantôt, et c'est une conviction quand même très profonde en moi, l'Algérie a énormément de choses à montrer à l'Afrique et au monde. Al-Hajj Diop, en ce moment a lieu une rencontre internationale autour, c'est la COP28, autour des problématiques du changement climatique. On sait que l'Afrique, les plus grands pollueurs sont du côté occidental, mais que l'Afrique est victime aussi de ces problématiques. Comment justement essayer de renverser peut-être la tendance ? C'est en créant nos propres codes. Je pense que nous n'avons pas de leçons à recevoir. C'est aussi simple que ça, mais aujourd'hui, les plateformes internationales doivent nous servir à aller faire entendre notre voix. Aucun pays ne s'est développé sans le développement industriel. Donc, ce qui nous permet des fois, et on peut l'entendre, que certaines mettent en cause ces différentes COP-là, parce que les plus gros pollueurs, souvent, ne signent pas et continuent à polluer, et on vient mettre des pressions en donnant des financements pour des pays en voie de développement qui ont besoin de développer des industries. Donc je pense que nous devons demander à nos penseurs de réfléchir mieux à des choses adaptées à notre écosystème, à notre, comment on appelle, à notre écologie et à nos us et coutumes, sachant que de tradition africaine, dans les traditions africaines et même religieuses, le respect de la nature est au cœur de la chose. Chaque chose, tout ce qui existe sur Terre est sacré. Donc, il n'est pas question de vilipender quoi que ce soit. Et justement, nous pouvons insérer ça dans nos politiques gouvernementales pour que les choses se passent mieux. Maintenant, pour encore rester, si vous le permettez, sur la belle métaphore de mon camarade Mbara, c'est qu'effectivement, cette remontada africaine, elle est diplomatique, elle est industrielle, elle est économique, mais elle est surtout artistique et culturelle. Pour répondre à votre question de l'importance de l'écotourisme dans ce genre dans ce que nous essayons d'atteindre en termes d'objectifs. Parce que comme il a été dit, c'est l'ignorance qui peut pousser un être humain à aller détruire un autre être humain. Aujourd'hui, les témoignages des Français et Occidentaux que vous avez montrés dans votre reportage montrent que c'est des gens qui, quand on leur dit Algérie, disent non, je n'ai pas envie d'y aller, mais lorsqu'ils sont venus, ils ont envie de revenir. Et lorsque chez eux, leur politique décide d'envahir ou de bombarder ou de faire... Ils vont dire non, pourquoi voulez-vous détruire ce pays? Je connais des gens, ils sont comme moi, on a partagé le thé ensemble, donc c'est dans le brassage. Et ces petites choses que l'on minimise, qui peuvent faire que les gens vont moins s'agresser, vont être... parce que ce sont des êtres humains qui pilotent les avions pour faire des choses. Ce sont des êtres humains qui prennent des décisions à l'encontre d'autres peuples. Donc si les peuples se rapprochent, nous allons pouvoir éviter beaucoup de problèmes. Ce mot, c'est la confiance. Justement, si on essaie de comprendre aussi les dérives de l'industrialisation, de la mondialisation, dont l'Afrique a subi peut-être les retombées négatives, mais l'Occident aujourd'hui ne veut pas prendre ses responsabilités et demande à l'Afrique aussi de payer alors qu'elle n'a rien à voir dans cette équation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Déjà, il y a à comprendre deux choses. En termes de dérèglement du commerce mondial et, disons, de la planète, en termes environnemental, nous ne sommes pas responsables. Notre part de contribution, aussi bien dans le commerce mondial que dans la pollution de la planète, est infime. l'Afrique,
n'est vraiment pas responsable. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et à un moment donné, il y a un concept qui a été défendu et porté par des leaders africains, le principe du pollueur-payeur. Aujourd'hui, ceux qui polluent le plus sont ceux qui respectent le moins les normes et les conventions qui ont été ratifiées. L'accord de Paris a été signé, mais qu'en est-il de l'application et de l'applicabilité même? Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut quand même comprendre. À partir de ce moment, c'est vrai, ce n'est pas pour raison pour dire que nous ne serons pas regardants sur le respect et la préservation de la planète. Je crois que l'Algérie, le Mali, le Niger, qui partagent quand même ce désert, sont des exemples vivants pour démontrer qu'il est extrêmement important d'asseoir une politique environnementale et climatique qui prenne en compte véritablement la survie de ces zones-là, dans lesquelles il y a énormément de choses à voir. Chez moi, parce que c'est une expérience qu'on peut partager, depuis 2012, il y a aujourd'hui une forme de souveraineté énergétique que nous avons acquise grâce à l'investissement massif que nous avons consenti dans le domaine de l'énergie solaire. C'est des énergies qui sont propres. Et nous avons la chance d'être cette partie du monde la plus ensoleillée. Ça, c'est le premier trésor. C'est un atout, le soleil. Gratuit. Donc je crois qu'il faut quand même explorer ces sources qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Parce que sans énergie, nous n'allons pas atteindre nos objectifs économiques dans l'industrie et dans d'autres secteurs. Il faut y aller et le comprendre ainsi. Maintenant, tout en comprenant notre mission et notre rôle qui est d'amener ces grandes puissances qui polluent notre planète, de financer véritablement le combat contre la désertification, contre le réchauffement, mais contre les effets surtout sur l'agriculture, sur l'élevage et sur d'autres secteurs d'activité. Ibrahim Diallo, justement, concernant votre pays, le Niger et cette pollution occidentale, alors que ce développement occidental et le revers de la médaille qui est la pollution, le Niger est une des victimes, puisque certaines parcelles de votre pays ont servi à des déchets d'uranium. Oui, exactement. En fait, après près d'une quarantaine d'exploitations de l'uranium, Arlit, la ville d'Arlit, est quasiment envahie par les déchets radioactifs. Mais il y a une déresponsabilisation de la France, parce que la France, qui était sous tutelle d'Areva et qui s'est convertie en Orano, tout ça pour fuir ses responsabilités, a fait d'Arlit, si vous voulez, un cimetière à ciel ouvert. Des gens y vivent. Et plus de 100 000 personnes habitent aujourd'hui à Arlit. Mais ces personnes sont complètement radiées. Mais personne n'ose faire le débat parce que la France refuse de reconnaître son tort. C'est comme ce qu'a fait la France et Reagan ici en Algérie, en faisant plus d'une dizaine d'essais nucléaires. Mais aujourd'hui, l'histoire a montré que la France n'a pas pitié des peuples. Nos peuples, elle n'a jamais eu pitié de nos peuples, elle n'a servi que ses intérêts. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ceux qui disent qu'on doit prendre en charge la pollution du monde, ça aussi, c'est de l'hypocrisie. Ces États qui le disent, qui sont pollueurs, qui refusent de reconnaître leur tort, veulent partager avec nous leurs fautes vis-à-vis de l'humanité. Et en même temps nous empêcher, nous, de produire nos propres énergies pour pouvoir aller de l'avant. Mais comme l'a dit Bara, alhamdoulilah, nos États sont très riches en soleil. On a le vent, on a le soleil. On peut produire de l'énergie propre pour nous et la consommer tranquillement. Al-Hajjab, vous m'avez tendu justement une perche. Al-Hajjab, justement, comment on fait avec ce débat autour de la colonisation, de l'esclavage, en fait, cette mémoire africaine qui est parfois difficile? Comment on questionne cette mémoire et comment on arrive à justement en débattre tranquillement, lucidement, sans passion, et peut-être en ramenant à la table des discussions l'ancien colon? Comment on fait? Au fait, chaque pays et chaque culture l'aborde de la manière. Je parlais du Mali. Oui, en ce qui nous concerne au Mali, nous sommes, on va dire, nous sommes un peuple millénaire. Donc, nous avons eu des colonisations, pour reprendre le mot, internes sur le continent et sur la bande sahélo-saharienne. Mais cette forme de colonisation européenne, nous ne l'avons pas connue. Après, nous avons une approche, une histoire particulière avec la colonisation,
puisqu'on nous a enseigné que oui, ils sont arrivés, ils nous ont colonisés, ils sont exercés sur nous. Mais en ce qui concerne le Mali, il ne s'est pas passé un an sans qu'il y ait de soulèvement populaire. Que ce soit chez les Peuls, que ce soit chez les Dogons, que ce soit chez les Bambara ou que ce soit chez les Bobos. Donc c'est-à-dire que cette colonisation n'a pas été pacifique, même s'il y a eu cette occupation que nous ne pouvons nier, elle a été ponctuée de révoltes permanentes. Et heureusement, ça s'est arrêté. Par la lutte, ça s'est arrêté. Vous faites bien de dire ça parce qu'il y a une nuance peut-être entre la colonisation et l'occupation. Parce que la colonisation, c'est peut-être l'acceptation du peuple dominé. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est vrai en Algérie, on n'a jamais accepté la colonisation. Il y a toujours eu des révoltes. Exactement. Donc cette occupation n'a jamais été totale. Et il a toujours été question de mater des rébellions, de mater des révoltes, etc. Donc le Mali a toujours été sur les remparts en train de se battre. Ça a pris 5 ans, 10 ans. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de mal à en discuter. Et c'est pour ça que chez nous, vous avez vu, nous n'avons pas d'animosité envers le français. Aucun édifice français n'a été attaqué au Mali. Aucun Français n'a été attaqué au Mali. Nul ressentiment, juste un retour à soi. Non, au fait, nous faisons la différence au Mali entre le peuple et la politique française exercée chez nous. Nous avons cette culture de l'exercice du pouvoir. Nous n'en voulons pas aux Français de vouloir coloniser, mais nous en voulons, nous, de nous laisser coloniser. Donc nous n'avons pas de problème pour échanger là-dessus. Mais il est important. Vous en appelez d'abord une responsabilité africaine. Une responsabilité. Au fait, c'est juste la maîtrise de la narration. D'où l'importance de votre organe, AL24, qui donne cette possibilité de parler sans embâche, cette liberté et cette vision que l'Algérie a eue d'avoir c'est-à-dire son narratif. Il faudrait que nous aussi, au Mali, nous ayons notre narratif à l'échelle internationale, puisque qu'est-ce qui est vendu? Nous sommes des gendards, nous sommes des corrompus, nous sommes des ceci. Voilà. Et cette histoire, nous la disons, nous en débattons, et il est important que pour les générations futures du Mali, du Niger, du Burkina, du Sénégal, que nous puissions leur enseigner effectivement que oui, il y a des gens qui sont venus, oui, ils ont essayé de s'installer, mais ça n'a pas été facile et nous nous sommes battus jusqu'au bout chaque jour. Marandia, vous avez le mot de la fin justement avec ce combat de l'Algérie pour la mémoire africaine, un combat d'ailleurs qui se retrouve un peu partout dans nos contrées respectives. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ça? Est-ce que c'est un combat urgent? Est-ce que c'est le combat de demain? Est-ce que c'est un combat qu'il faut amener, comme vient de le dire, sans passion, sans ressentiment, juste lucidement? Non, comme vous l'avez dit, c'est un combat qu'il faut mener avec beaucoup de lucidité. Mais ce n'est pas un combat qu'il faut reporter, c'est tout de suite et maintenant. Parce que c'est vrai, je l'ai dit tantôt, ce qui a été fait est fait. Et je crois que c'est notre histoire, c'est notre parcours. Mais aujourd'hui, il faut quand même essayer d'aller au-delà. Et je crois que l'Algérie a eu la trouvaille. D'abord, moi je salue véritablement cette approche en matière d'information. En investissant sur l'audiovisuel public. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de secret, c'est ce que la France a fait, c'est ce que tout le monde a fait. Pour indiquer sa voie et montrer véritablement son orientation. Mais au-delà de ça, maintenant, passer ce combat, cette approche mémorielle, il faut quand même, comme je l'ai dit tantôt, le défi il est économique. Vous êtes en train de le faire, vous êtes sur la bonne voie. Et ça, je ne le dis pas pour vous jeter une fleur. Je le dis parce que c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Parce que l'histoire de l'Algérie aussi est une histoire assez particulière en Afrique. C'est un pays qui a quand même arraché son indépendance. Et ça vous a aujourd'hui permis d'avoir véritablement à affronter le monde, à regarder l'Occident, vraiment sans aucune forme de complexe, en ayant le sentiment que vous aspirez aussi au développement. Et je crois qu'à partir de ce moment, nous pouvons prendre tout le monde comme des partenaires économiques. Que ce soit la France, la Chine, la Turquie, l'Algérie, le Sénégal, le Mali, etc. Nous sommes des partenaires. Maintenant, la particularité, c'est que nous sommes des frères africains. Et l'Afrique d'abord. Parce que l'autre aussi dit America First, mais moi je pense aussi que Africa First. Ibrahim Diallo, dernier mot de la fin. La compétition, le trek de cette année, finalement, vous partirez avec quoi?
Vous rentrez avec quoi? Quel souvenir marquant de cette rencontre qui dépasse malheureusement, heureusement, la compétition sportive, la rencontre? Partir avec quoi? Je vous assure, au moment où je vous parle, j'entends résonner dans ma tête encore les marhaba bikoum. Le marhaba bikoum. Je les transporterai chez moi. Je dirais à tous ceux que j'ai rencontrés au Niger que j'ai été à la rencontre d'un peuple très aimable. Une hospitalité formidable et surtout un paysage unique. J'ai une petite virgule à placer. Le trek, ça donne tout de suite envie de revenir à la prochaine édition, ça c'est évident. Mais j'ai un message à passer à nos amis ivoiriens, hein, parce que dans un mois on sera à la CAN. Je leur demanderai de ne pas donner le visa à Mahrez, aux autres, parce que... On reste dans la métaphore sportive, on reste dans la métaphore sportive. Un mot du trek pour finir, pour conclure. Pour conclure, effectivement, vous savez, quand vous nous donnez la parole, je pense que l'Algérien que vous êtes et le patriotisme qui anime tous les Algériens comprendrait que je voudrais quand même, par rapport à la question précédente, rappeler quelque chose. C'est-à-dire ces 2 dernières années, dans mon pays, nous avons réussi une prouesse. C'est-à-dire que nous avons réussi, malgré toutes les pressions étrangères, malgré toutes les présences étrangères hostiles à un pouvoir, à nous libérer de plus de 50 000 forces militaires étrangères et de toute présence diplomatique hostile à la vision du Mali, sans tirer un seul coup de feu, sans balancer une seule pierre à qui que ce soit. Je pense que cela, c'est une prouesse quand même qu'il faut dire, et ce sont des outils qu'il faut que nous utilisons. Maintenant, et pour en revenir, je pars d'ici avec les yeux pleins de rêves, de volonté, et après avoir rencontré des personnes intéressantes et visité un pays inspirant depuis très longtemps. Les liens entre le Mali et l'Algérie datent avant 1960. La base arrière de la lutte de libération de l'Algérie, c'était à Gao. Et nous, Maliens, nous le savons. Donc nous sommes très très rattachés à l'émergence de l'Algérie et nous souhaitons nous inscrire dans ce sillage-là. Et je pense que grâce au TREG, je rentre chez moi avec cette bonne volonté. Al-Haj Diop, merci pour ces mots en guise de conclusion. Je remercie également Barandia et aussi Ibrahim Diallo. Merci d'avoir été avec moi pour enrichir cette conversation et ces échanges autour de l'Afrique, mais on est parti bien au-delà, histoire, Afrique, mémoire. Et merci d'avoir été des nôtres. Cette édition spéciale arrive à sa fin. Merci vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et vous dis à très vite.